Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Foxstone. On est ravis de vous accueillir. Je m'appelle David Eleni, je suis responsable des opérations chez Foxstone. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Hugo Rouast, responsable des relations investisseurs chez Foxstone. Bonjour à tous également et bienvenue. Moi, c'est Nicolas Terrier, je suis responsable des transactions immobilières chez Foxstone. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'on est déjà 92 personnes à être présentes à ce webinaire. Je vous propose d'attendre encore une petite minute. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter en fait le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, la présentation aujourd'hui se déroulera en 3 temps. Je vais tout d'abord faire une petite introduction et vous présenter la vision en fait qui se cache derrière Foxstone. Quelles sont les raisons qui nous ont poussé il y a maintenant 3 ans à démarrer ce modèle d'affaires. Ensuite, ce sera à Hugo de prendre la parole. Il vous présentera de façon détaillée comment fonctionne le crowdfunding immobilier en traitant de sujets divers comme la gestion en fait, de l'immobilier, la liquidité des parts de copropriété et de nombreux sujets sur lesquels on a souvent des questions. Et puis, la session se terminera par une présentation de Nicolas Terrier, notre responsable des transactions, qui vous présentera les 2 alternatives principales d'investissement dans l'immobilier, qui sont l'investissement PPE et l'investissement par fonds de placement immobilier. Voilà, sans plus attendre, je vois qu'on est déjà 84, même un peu plus, on a déjà 92, donc c'est très positif. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle David Eleni et je suis cofondateur et responsable des opérations chez Foxstone. Alors, il est vrai que nous traversons une situation qui est un petit peu particulière. Le contexte économique global est assez complexe, rempli d'incertitudes pour un grand nombre d'entre nous. On est rentré très clairement dans une période de récession. On voit actuellement qu'il y a une rétraction du produit intérieur brut d'un grand nombre des États. Et c'est vrai que ça nous pousse à nous poser pas mal de questions et à nous remettre également en question. On a vu une très grande volatilité sur le marché des actions pendant ces dernières semaines. On a vu des très grandes sociétés mondiales, européennes, américaines, qui ont perdu 25 ou 30% de valeur en l'espace de quelques jours, parfois même de quelques semaines. Et puis, c'est vrai que cette volatilité, eh bien, elle effraie un grand nombre d'investisseurs. Par rapport à ça, on voit également que le marché des obligations aujourd'hui reste à des taux qui sont historiquement extrêmement bas. Ce qui fait que cette classe d'actifs, en fait, propose des rendements qui ne couvrent pas forcément le risque qui est encouru par l'investisseur. Les comptes bancaires, eux, ils n'ont pas changé. Ils sont toujours à zéro, pour certains avec des taux d'intérêt qui sont négatifs. Et puis, l'immobilier, malheureusement, reste toujours aussi inaccessible. C'est vrai qu'on vit dans un pays où l'accès à la propriété et l'accès à l'investissement immobilier est très limité, dû à des très nombreuses barrières à l'entrée. Pour pouvoir investir dans l'immobilier en Suisse, il vous faudra réunir un très grand nombre d'éléments. On dit même que ça relève du parcours du combattant. Le premier élément, c'est qu'il faut réunir une somme très importante. 25% de fonds propres pour acquérir un bien immobilier en Suisse. Il vous faudra avoir certaines compétences, certaines connaissances, car il faut souvent connaître l'immobilier. C'est un domaine assez spécifique où on doit avoir beaucoup d'éléments à portée de main pour pouvoir prendre une bonne décision d'investissement. Et puis, il faut connaître les bonnes personnes, avoir du réseau pour avoir accès à des opportunités qui sont malheureusement très souvent hors marché et très souvent hors de portée de la majorité des épargnants en Suisse. Et puis, il vous faudra du temps, beaucoup de temps, pour rechercher, pour analyser et par la suite pour gérer ce bien immobilier. C'est dire à quel point c'est compliqué de pouvoir investir dans l'immobilier en Suisse. Donc, notre vision chez Foxstone, elle est très simple. C'est de démocratiser l'investissement immobilier pour la classe moyenne suisse. C'est qu'un jour, peut-être, que toute la population suisse puisse investir dans cette classe d'actifs. Donc, ce qu'on propose, c'est très simple. On rassemble des investisseurs pour leur permettre d'acquérir ensemble ceux qui ont de la difficulté, voire l'impossibilité d'acquérir seuls. On les rassemble pour leur permettre d'acquérir ensemble de l'immobilier de rendement qui est construit, qui est occupé par des locataires et qui génère actuellement déjà des rendements. Aujourd'hui, grâce au crowdfunding immobilier, vous avez la possibilité d'investir en direct dans l'immobilier à partir de 25 000 francs. Quand on cherche à investir dans l'immobilier, c'est vrai qu'on doit interagir avec de nombreux interlocuteurs, un grand nombre d'acteurs. Pour une seule transaction, il vous faudra être en contact avec un courtier qui va vous proposer cette opportunité d'investissement, avec un avocat parfois pour relire certains contrats, avec la banque pour organiser le financement hypothécaire, et puis finalement avec un notaire
pour finaliser la transaction et l'acquisition de ce bien. C'est dire à quel point c'est souvent compliqué car il faut que tout cela finalement se réalise dans un timing qui est adéquat, qui correspond à votre agenda et que tous ces interlocuteurs puissent finalement bien se coordonner pour vous permettre d'avoir accès à ce bien immobilier. Donc, notre idée, c'était de digitaliser le processus d'investissement immobilier, de faciliter les échanges, de faciliter l'accès à l'information pour que chacun soit plus efficace dans le processus et que l'investisseur puisse finalement investir avec des démarches qui sont 100% digitales. Donc, notre vision, c'était vraiment de digitaliser l'investissement immobilier, de faire en sorte qu'aujourd'hui, une personne puisse, depuis le confort de son salon, depuis son téléphone portable, en quelques clics, devenir copropriétaire d'un immeuble de rendement avec des démarches qui sont 100% digitales. Aujourd'hui, grâce à la plateforme Foxstone, vous avez la possibilité de créer un compte et avoir accès à une multitude d'offres, donc des immeubles résidentiels un peu partout en Suisse romande, de consulter librement toute la documentation relative à ces immeubles, de pouvoir souscrire à une offre, être en contact avec un de nos conseillers, et puis vous avez même la possibilité de prendre rendez-vous avec un notaire, comme par magie, sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, sans même avoir à sortir de chez vous. On a même réussi à digitaliser la partie notariale, qui est la partie, je dirais, la plus complexe, en tout cas, à digitaliser. Et puis, vous avez la possibilité d'aller au bout de votre investissement et devenir copropriétaire d'un immeuble sans même avoir à sortir de chez vous. Donc aujourd'hui, les démarches sont 100% digitales et fortement facilitées par la technologie qui a été développée par nos soins. Alors, quelques mots sur la société. Foxstone est une société qui existe depuis maintenant plus de 3 ans, qui propose de l'investissement participatif en Suisse romande. On a eu beaucoup de chance, c'est d'être bien accompagnés depuis nos débuts, d'avoir des actionnaires stratégiques qui ont cru en nous et qui nous ont aidés à développer et à façonner un modèle d'affaires qui était en adéquation avec la régulation. On a la Vaudoise Assurance qui nous a accompagnés depuis le départ. Et puis voilà, Foxstone aujourd'hui, c'est une équipe de 15 collaborateurs issus de domaines qui sont très complémentaires, des domaines de l'immobilier, bien évidemment, du domaine du développement commercial, relations investisseurs et bien évidemment du domaine technologique qui est très important pour nous, qui sont tous aujourd'hui dans des bureaux et qui travaillent en télétravail encore en partie, mais aussi dans nos bureaux situés à Genève. Et depuis le lancement, eh bien, c'est près de 45 millions de volumes de transactions que nous avons réalisés. C'est près de 10 immeubles qui ont été vendus sous la forme de l'investissement participatif. Nous avons réuni plusieurs centaines d'investisseurs de 15 cantons différents, âgés de 3 à 94 ans. 3 ans, eh bien, c'est un papa qui a décidé d'acheter des parts de copropriété pour assurer une certaine épargne pour son enfant. Et 94 ans, c'est un retraité, on a beaucoup de retraités, qui a de la difficulté aujourd'hui à avoir accès à ce type d'investissement et qui ne serait pas forcément finançable par une banque pour acheter un bien afin de réaliser du rendement. Aujourd'hui, grâce au crowdfunding immobilier, il peut investir directement dans cette classe d'actifs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une grande communauté, une belle communauté de 7300 utilisateurs qui sont actifs, qui nous suivent, qui sont curieux d'en savoir plus sur notre modèle d'affaires et pour une partie qui ont déjà fait des investissements. Donc voilà, j'arrive au bout de mon introduction. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose de visualiser une vidéo d'une opportunité d'investissement que nous avons actuellement sur notre plateforme et qui se situe dans le canton de Vaud, dans la commune de Granges-Prémarnant à Valbrois. Voilà, je arrive au bout de mon introduction.
Vous avez la possibilité de nous poser des questions à tout moment dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y aura une session questions-réponses à la fin de la présentation et nous tâcherons de répondre, j'espère, à l'intégralité de vos questions. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hugo Roast qui va vous présenter le fonctionnement du crowdfunding immobilier dans ses détails. Merci à tous. Merci David de nous avoir donné la vision de Foxstone. Je m'appelle Hugo Rouast, je suis responsable des relations investisseurs chez Foxstone et nous allons voir ensemble comment fonctionne l'investissement en crowdfunding immobilier au quotidien. Alors vous avez pu voir dans les slides précédents un panel des différents immeubles que nous avons financés sur les derniers mois. Alors en guise d'introduction, peut-être que nous pouvons voir quels sont les critères de sélection qui nous amènent à sélectionner des immeubles et à les proposer ensuite sur notre plateforme. Pour vous parler brièvement des critères, c'est vrai qu'ils sont nombreux, retenons peut-être les critères essentiels. Nous recherchons des immeubles qui sont déjà existants, qui sont des immeubles résidentiels locatifs, qui sont déjà 100% loués et qui possèdent un historique de rendement et d'entretien stable. En plus de cet aspect technique, nous allons regarder bien évidemment la localisation des immeubles pour nous assurer qu'il y a une demande locative suffisante qui nous permettra de maintenir un taux d'occupation à 100%. Alors il est vrai qu'on cherche aujourd'hui une aiguille dans une botte de foin, une perle rare. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent à acheter des immeubles en Suisse romande. Et bien souvent, malheureusement, ces immeubles sont des opportunités qui sont extrêmement rares pour les investisseurs et surtout pour les investisseurs particuliers. Alors Foxstone, pas magicien, mais on peut s'appuyer sur un large réseau de vendeurs professionnels ou même parfois particuliers, et surtout sur des courtiers et un large réseau de connaissances qui nous permettent d'identifier ces immeubles. Une fois que nous avons trouvé des immeubles qui correspondent à ces différents critères de sélection, chaque immeuble passe à travers une analyse stricte en 3 étapes qui démarre avant tout avec un audit technique. Alors l'audit technique, c'est un rapport d'état des lieux qui est rédigé par un expert indépendant, donc qui n'a rien à voir avec Foxstone, qui va se rendre dans l'immeuble pour s'assurer premièrement que cet immeuble est en bon état du point de vue de sa structure, de ses installations, mais également de ses appartements, et surtout qui va nous rédiger un rapport dans lequel figurent ses prévisions de dépenses pour les travaux et pour l'entretien de l'immeuble. Ça va nous permettre d'établir un plan financier qui est extrêmement précis et surtout qui correspond vraiment à la réalité de l'immeuble. Ensuite, nous allons faire un audit légal. L'audit légal, c'est simplement une révision de l'ensemble des contrats de l'immeuble pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'événement juridique ou légal qui pourrait impacter négativement les copropriétaires après l'acquisition de l'immeuble. Et enfin, dernière mesure de précaution, c'est un audit financier. C'est une évaluation de la valeur marchande de l'immeuble, encore une fois qui est faite par un ou plusieurs experts indépendants, pour s'assurer que le prix d'achat que nous proposons pour acquérir cet immeuble correspond à une vraie valeur de marché et que nous ne sommes pas en train de surpayer un bien. C'est uniquement une fois que ces 3 signaux sont au vert que vous pouvez retrouver ces différents immeubles sur notre plateforme. Vous pouvez consulter pour chacun d'eux, bien sûr, l'ensemble des documents que sont les plans financiers, les expertises précédentes dont je viens de vous parler, mais également faire quasiment une visite virtuelle de l'immeuble à l'aide de différentes photos et vidéos même aériennes avec un drone. À partir de ce moment-là, notre objectif est de vous rassembler et vous permettre d'acquérir ensemble un immeuble de rendement en Suisse romande. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est très simple. Pour chaque immeuble, nous le découpons en parts égales de copropriété. Chaque part a une valeur de 25 000 francs, tout frais inclus, y compris les frais de notaire. Chaque part ne correspond pas à un appartement, mais à un pourcentage de la totalité de l'immeuble. Vous devenez donc copropriétaire de l'ensemble de l'immeuble. Chaque part est nominative, est inscrite au registre foncier. Vous avez donc, pour chacun des copropriétaires, un vrai titre de copropriété. Et ensuite, la finalité, c'est bien sûr que chacun des copropriétaires puisse bénéficier des revenus locatifs, c'est-à-dire des loyers de l'immeuble, déduit de l'ensemble des charges, au prorata du nombre de parts que chaque copropriétaire détient. En parallèle, Foxstone va négocier les meilleures conditions pour obtenir une hypothèque qui est nécessaire et complémentaire à l'acquisition de l'immeuble. Attardons-nous quelques instants sur le plan financier d'acquisition des immeubles.
Chaque immeuble est acheté avec une partie de fonds propres, 40% de fonds propres, ce qui correspond aux fonds propres qui sont amenés par les investisseurs, et à peu près 60% d'hypothèques. La particularité de cette hypothèque, c'est qu'elle doit correspondre bien sûr avec notre modèle. Retenons 3 aspects qui sont peut-être les plus importantes. Cette hypothèque est une hypothèque globale, qui de la même manière que nous avons découpé l'immeuble, nous avons découpé cette hypothèque en parts, en tranches d'hypothèque. Cette hypothèque, nous avons tout d'abord fixé les taux sur une durée en général de 7 à 8 ans, pour éviter bien sûr qu'il y ait des variations du rendement en fonction des variations des taux d'intérêt, ce qui n'est jamais très confortable. Nous restons, et c'est le deuxième point, sur un taux de financement qui est inférieur à 66%. Donc nous sommes dans le cadre d'une hypothèque, ce qu'on appelle de premier rang. Nous remboursons uniquement les intérêts hypothécaires. Il n'y a pas d'intérêt financier majeur à rembourser de la dette à la banque. Et surtout, le point peut-être le plus important, c'est que cette hypothèque est désolidarisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun des copropriétaires n'est pas responsable de l'hypothèque globale, bien évidemment, qui peut s'élever parfois à plusieurs millions. Chaque copropriétaire n'est pas responsable non plus du bout d'hypothèque de son voisin. La responsabilité en fait, des copropriétaires est limitée au prorata de leur investissement. En fait, vous détenez uniquement une partie de l'hypothèque et non pas l'intégralité de l'hypothèque. Regardons maintenant comment est-ce que nous pouvons devenir copropriétaires et par quelle marche à suivre. Donc, nous avons encore une fois essayé de simplifier au maximum la procédure d'acquisition de parts de copropriété. Tout démarre en fait avec la réception des différents documents d'information. Vous pouvez commander librement sur la page de l'offre. Si vous souhaitez aller de l'avant, vous pouvez remplir directement chez vous et tout seul une grande partie des documents. Une autre partie des documents étant à remplir avec ce fameux notaire, aujourd'hui en visioconférence, c'est-à-dire que pour l'intégralité du remplissage des documents, vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Vous renvoyez vos documents à Foxstone, vous êtes accrédité pour l'hypothèque, et ensuite vous pouvez verser vos fonds directement sur le compte de consignation du notaire en charge de la transaction. Il n'y a pas de fonds qui transitent par l'intermédiaire de Foxstone pour des raisons de sécurité. Et une fois que nous arrivons à réunir 100% des fonds, c'est-à-dire l'ensemble des futurs copropriétaires, eh bien là encore, nous vous représentons le jour de l'acquisition de l'immeuble chez le notaire. Vous devenez officiellement copropriétaire d'un immeuble de rendement avec votre nom inscrit au registre foncier. Alors maintenant que vous êtes copropriétaire, comment se passe la gestion, qui est parfois le point le plus épineux, dirions-nous, dans la gestion d'un bien immobilier? Eh bien, l'idée de Foxstone, elle est très simple. On cherche à vous enlever toute la partie de la gestion courante qui est finalement la plus pénible avec un bien immobilier, tout en vous laissant un pouvoir de décision dans votre immeuble. Alors pour ça, nous avons schématiquement réparti les pouvoirs de décision selon 3 niveaux hiérarchiques. Le premier, c'est que la gestion courante est déléguée à une gérance, c'est-à-dire toute la relation avec les locataires, l'entretien de l'immeuble, percevoir les loyers, tout ça c'est géré en autonomie par une gérance immobilière. Foxstone reste administrateur de la copropriété, c'est-à-dire que nous supervisons en quelque sorte le travail de la gérance et nous prenons les décisions un peu plus stratégiques, comme par exemple, faut-il faire un rafraîchissement dans un appartement? Est-ce que la politique de loyer appliquée correspond à la moyenne de marché? Et pour toutes les décisions majeures de la copropriété, les copropriétaires participent et sont appelés à votation au moment d'une assemblée générale annuelle qui a la particularité de se tenir en ligne. Donc, on n'a plus besoin de vous déplacer comme dans les assemblées classiques de PPE où il faut parfois prendre jusqu'à une demi-journée de congé pour ces assemblées qui commencent parfois tôt dans l'après-midi et finissent tard le soir. Une autre question importante quand on est investisseur immobilier, c'est les revenus de son investissement. Comment se passe le versement des revenus chez Foxstone? Eh bien, chaque copropriétaire va percevoir des revenus nets de charges directement sur son compte bancaire à échéance trimestrielle. Vous pouvez tabler sur des revenus entre 4 et 6% nets de charges, principalement en fonction des immeubles. Ces revenus, c'est important, ils sont vraiment nets de charges, c'est-à-dire qu'ils correspondent à l'ensemble des revenus de l'immeuble que nous avons collectés, auxquels nous avons déduit l'ensemble des charges de fonctionnement et de maintien de l'immeuble dans son état d'exploitation. Nous avons déduit l'impôt foncier, remboursé l'intérêt hypothécaire et pris une provision pour travaux que nous avons stockés sur un fonds de rénovation.
le résultat est donc un revenu net qui vous est versé directement sur votre compte bancaire. Il restera donc, comme à chaque fois, uniquement la partie fiscale pour chacun des copropriétaires, qui s'amorce sur 2 thématiques principales. Premièrement, c'est les revenus. L'ensemble des revenus que vous allez percevoir sont des revenus fonciers, donc qui s'ajoutent, une fois le jeu des déductions fait, à l'ensemble de vos revenus en fonction de votre tranche d'imposition. Et puis l'impôt sur la fortune. La valeur de votre part est un investissement immobilier en direct, comme vous êtes inscrit au registre foncier. Donc vous déclarez la valeur de votre part dans votre fortune en tant qu'investissement immobilier. Alors c'est extrêmement simple au final, mais on ne va pas non plus vous laisser seul dans la nature. Vous avez un espace sur foxstone.ch, un espace qui vous est personnel, votre tableau de bord. Vous allez retrouver l'ensemble des documents de souscription qui vous sont personnels, les différents rapports de gestion à chaque trimestre, et évidemment toute la partie fiscale avec le récapitulatif annuel ou les différents guides fiscaux que l'on met à votre disposition. C'est également sur cette plateforme accessible à tout moment que vous allez pouvoir faire les votations. La particularité de ces votations, c'est qu'elles sont désynchronisées, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une visioconférence comme sur laquelle on discute aujourd'hui, vous et moi, vous n'avez pas besoin de vous connecter tous au même moment. Vous avez un laps de temps pendant quelques jours pour faire vos votations, consulter l'ordre du jour, bien sûr, parfois même poser vos questions ou apporter vos recommandations. Alors voici un rapide tour d'horizon du fonctionnement au quotidien du crowdfunding immobilier. Peut-être en guise de conclusion, une question qui revient souvent et qui est souvent relative avec l'hypothèque. On nous demande souvent, est-ce qu'il est possible de revendre ses parts? Est-ce qu'il y a une durée de blocage? Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, chaque investisseur peut revendre une partie ou même la totalité de ses parts à tout moment, sans frais ni durée de blocage. Comment ça fonctionne le jour où vous voulez vendre vos parts? Eh bien, tout d'abord, en tant que propriétaire, c'est vous qui décidez à quelle valeur vous souhaitez vendre vos parts. Foxstone est là, bien évidemment, pour vous donner une évaluation, une recommandation. Et ensuite, Foxstone s'occupe de trouver un acquéreur qui va vous racheter vos parts et vous remplacer au sein de la copropriété. Les éventuels frais d'acquisition et de transaction sont bien sûr uniquement à la charge du nouveau copropriétaire entrant. Donc, il n'y a pas de frais pour revendre ses parts. Foxstone s'occupe ensuite de représenter les différentes parties chez le notaire et d'effectuer directement la transaction. Alors, je vous remercie d'être présent à ce webinaire. Si vous êtes là, si nombreux à écouter, c'est parfois que vous êtes bien sûr intéressés à en savoir un peu plus sur le crowdfunding immobilier, mais plus généralement, peut-être que vous êtes intéressés sur l'investissement immobilier au sens large, ce qui est normal. Alors, le crowdfunding est une des solutions, mais pas la seule. Peut-être que vous vous demandez également quelles sont les alternatives aujourd'hui dans l'investissement immobilier. Et pour ça, je vais rendre la parole à Nicolas Terrier, qui est le responsable des transactions chez Foxstone, pour vous donner un peu plus d'informations sur ces différentes alternatives. Merci beaucoup et je vous retrouve à la fin de ce webinaire pour répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup, Hugo. Je pense que le fonctionnement n'a plus de secret pour vous maintenant. Et effectivement, je vais vous expliquer brièvement les principales alternatives d'investissement, à savoir l'acquisition d'un appartement destiné à la location. Et ensuite, je passerai sur la comparaison avec les fonds immobiliers. Alors, lorsque vous achetez un appartement pour faire du rendement, vous allez dans la majorité des cas acheter votre appartement en propriété par étage, aussi appelé PPE. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, concrètement, cela veut dire que vous achetez une fraction de l'immeuble, mais à la différence avec le crowdfunding, c'est que cette fraction vous donne un droit d'usage exclusif sur une partie déterminée de l'immeuble. Donc, à savoir votre appartement. On s'est posé la question de savoir, eh bien, combien faut-il débourser pour acheter un appartement en Suisse romande? Pour ça, on a fait l'exercice de calculer le prix moyen pour un 60 mètres carrés dans les 10 plus grandes villes de Suisse romande et on est arrivé sur le chiffre de 500 000. Et encore, je vous mets au défi de trouver un 60 mètres carrés en bon état à Genève ou à Lausanne pour 500 000 francs. Du coup, on s'est posé la question, pour la perle rare, combien faudra-t-il mettre de fonds propres? Eh bien, il vous faudra 125 000 francs au minimum. Cela correspond à 20% de fonds propres minimum, donc requis par les banques, et environ 5% pour les frais de notaire. Ça, c'est sans compter qu'il vous faudra encore justifier de revenus suffisants pour obtenir le financement
auprès du prestataire hypothécaire sur base d'un taux d'intérêt simulé à 5%. En crowdfunding, l'accès est largement facilité puisque, vous l'avez compris, vous pouvez acheter une part à partir de 25 000 francs. C'est-à-dire soit plus de 5 fois moins. La deuxième différence sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est au niveau des intérêts divergents. Je m'explique. Dans la PPE que vous avez sur la gauche, vous allez vous retrouver avec certains copropriétaires qui sont là dans le but d'y vivre et d'autres qui vont, comme vous, mettre l'appartement en location pour générer du rendement. Du coup, certaines décisions peuvent être compliquées à prendre, comme l'a expliqué Hugo. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont la chance d'être propriétaires et sont passés par cet exercice parfois douloureux d'assemblée générale où les décisions majeures sont prises, comme le changement de la boîte aux lettres, par exemple. Donc, certains propriétaires qui passent devant seraient certainement favorables à cela, puisqu'ils y vivent et puis ils vont l'utiliser tous les jours, alors que d'autres copropriétaires qui auront mis leur logement en location et qui auront fait leur calcul de rendement ne seront peut-être pas favorables à cet investissement à caractère cosmétique. Résultat, l'assemblée se termine tard dans la nuit. En crowdfunding, ici, tous les investisseurs ont un but commun qui est d'investir et de générer du rendement. Du coup, les décisions sont facilitées et efficientes, j'ai envie de dire. Et j'en profite aussi pour glisser le fait qu'en ce début d'année, nous avons fait nos premières assemblées générales en ligne et de manière désynchronisée avec un grand succès, ce qui fut, sauf erreur de ma part, une première en Suisse romande. Revenons à notre comparaison. Ici, vous avez passé le parcours du combattant, vous avez trouvé la perle rare, vous avez justifié des fonds propres minimum et êtes devenu heureux propriétaire d'un appartement que vous avez mis en location. Toujours sur la gauche, donc vous avez en fait un locataire qui paye un loyer. Demain, si ce dernier fait défaut pour X raison, ou bien il résilie simplement son bail de manière légale et que vous ne retrouvez pas de repreneur, eh bien en tant que copropriétaire, propriétaire de cet appartement, vous allez devoir assumer les charges. C'est l'ensemble des revenus qui disparaissent, mais vous devez continuer à assumer des frais comme les intérêts liés au prêt hypothécaire, les charges d'entretien pour la copropriété, l'électricité, etc. En comparaison, dans le cas du crowdfunding que vous avez sur la droite, vous avez compris, vous détenez en fait une fraction d'un immeuble, donc une fraction de plusieurs appartements avec plusieurs locataires et plusieurs revenus locatifs. Donc, si un locataire s'en va, eh bien, vous aurez toujours les autres revenus qui rentrent et qui vont, entre guillemets, garantir un certain rendement. En fait, on parle ici d'un risque locatif qui est dilué sur plusieurs locataires. Finalement, et ce sera ma dernière comparaison pour la propriété par étage, donc imaginons que vous avez demain un besoin soudain de liquidité, vous devez vendre votre appartement, mais ce besoin de liquidité n'est pas sur l'ensemble de l'appartement, donc vous vous retrouvez en fait, vous auriez bien voulu en ressortir peut-être juste un petit montant, et vous ne pouvez pas vendre juste la cuisine. Donc, vous allez vendre l'intégralité. Et ça, eh bien, vous allez être quelque part un petit peu bloqué dans votre investissement, d'autant plus si vous avez fixé le prêt hypothécaire, le taux du prêt hypothécaire. Ce qu'on oublie souvent, c'est que eh bien, vous allez devoir payer des pénalités à la banque pour pouvoir vendre, ce qui n'est pas l'idéal. Dans le cas du crowdfunding, c'est différent. Prenons l'exemple où vous avez acquis 2 parts de copropriété de 25 000 francs, eh bien, vous pouvez vendre une de ces 2 parts. Et ça, c'est sans rompre le contrat hypothécaire. Comme l'a expliqué Hugo, en fait, le nouvel acquéreur reprend les mêmes conditions. Donc, ça ne pose pas de souci. En fait, avec le crowdfunding, c'est quelque part une certaine forme de liquidité qui est amenée et qui vous permet donc d'avoir une meilleure flexibilité dans votre investissement. Voilà pour la PPE. Passons maintenant du côté des fonds immobiliers. Alors, bien entendu, il existe toutes sortes de formes de fonds immobiliers, fonds ouverts, fonds fermés, etc. Mais on va tenter de simplifier en nous concentrant uniquement sur les principaux fonds cotés en bourse. Donc, qu'est-ce qu'un fonds immobilier? En fait, c'est une entité juridique, ou disons une société qui va détenir les biens immobiliers et les gérer activement pour le compte des porteurs de parts. Donc, vous, en achetant une part, vous devenez effectivement porteur d'une part de cette entité
qui elle-même va détenir les immeubles et être propriétaire de ces derniers au registre foncier. C'est donc une forme indirecte de propriété, contrairement au crowdfunding où vous détenez le bien en direct. Au niveau des similitudes entre les fonds immobiliers et le crowdfunding, eh bien, la gestion est déléguée à des professionnels. Les fonds sont gérés activement, comme je l'ai expliqué, par le ou les gérants du fonds. Et puis, le crowdfunding, c'est la même chose. La gestion est déléguée à Foxstone, qui agit en tant qu'administrateur de la copropriété. Deuxième similitude, au niveau de l'accessibilité est améliorée pour les deux, puisque les deux permettent de baisser le ticket d'entrée pour accéder à cette classe d'actifs, comme l'a dit Hugo, parfois difficile d'accès. Alors, c'est sûr que les fonds ont des avantages importants. D'une part, au niveau de la fiscalité, le fonds immobilier paye des impôts à taux avantageux sur le revenu et sur la fortune pour le compte du porteur de part. La performance qui est distribuée est donc nette d'impôts. Et au niveau de la diversification, en fait, il faut voir le fonds immobilier un peu comme un portefeuille d'immeubles. Le risque va être donc dilué sur un nombre important d'immeubles. Après, ça a son revers de la médaille, si je puis dire comme ça, parce que vous n'avez pas la décision dans l'allocation des actifs. En d'autres termes, vous ne pouvez pas choisir quels immeubles sont dans le portefeuille, ni lesquels seront ajoutés ou enlevés, puisque c'est le gestionnaire qui va faire cela. Alors que dans le crowdfunding, vous avez quand même une décision sur le choix d'allocation. Vous pouvez par exemple mettre un certain montant sur un immeuble à Lausanne et puis un montant sur un immeuble à Fribourg, mais pas à Genève par exemple. Décomposons ensemble maintenant le prix d'une part d'un fonds immobilier. Quand vous achetez une part d'un fonds coté, vous allez payer certes la valeur immobilière, mais vous allez également payer ce qu'on appelle un agio pour avoir justement accès à l'immobilier. Donc, imaginons que l'immobilier vaut 100, vous allez accepter de payer 130 pour pouvoir l'obtenir. Cet agio est en fait la différence entre le cours boursier et la valeur des biens immobiliers sous-jacents. Il faut donc voir cela un petit peu comme une prime qu'on paye. Et cette prime est expliquée par plusieurs paramètres. Alors, la diversification, expliquée avant, l'impôt latent sur la liquidation du fonds, puisqu'on part du principe que le fonds immobilier va rester à jamais, le fait que les parts sont extrêmement liquides, puisqu'elles s'échangent sur les marchés boursiers en un clic, et puis l'intérêt que le marché a à un instant précis pour cette classe d'actifs va également venir influencer la taille de l'agio. Du coup, plus cette prime est élevée, plus le fonds va être vu comme attrayant. Et j'ajouterais un point là-dessus, également sur la liquidité. La liquidité des parts d'un fonds immobilier, qui est d'ailleurs un des avantages des fonds, engendre tout de même une certaine volatilité. Et cette liquidité est également en partie responsable de la corrélation entre les fonds immobiliers et les marchés boursiers. Pour illustrer mon propos, je vous propose de regarder un graphique qui représente l'évolution de l'agio moyen pondéré sur les 10 plus grands fonds immobiliers en Suisse sur une période de 10 ans, où on voit en fait que l'agio, donc cette prime, a évolué et a fluctué de manière journalière entre 10 et 35%. Alors, si vous achetez une part quand l'agio est au plus haut, par exemple en 2015, là, lors du pic qu'on voit sous nos yeux, eh bien, si vous revendez ensuite, c'est probable que la plus-value liée au prix de l'immobilier peut potentiellement être effacée uniquement à cause de la fluctuation de cet agio. L'inverse étant égal. Ceci a donc pour conséquence de rendre les fonds immobiliers davantage volatiles que l'investissement en direct. Ce qui m'amène au slide suivant, qui sera le dernier slide. Donc cette fois-ci, on observe non pas la prime uniquement, mais l'évolution de l'intégralité du cours boursier des fonds immobiliers sur les 12 derniers mois. Donc vous avez sous les yeux un indice qui englobe environ une quinzaine de fonds immobiliers suisses, dont ceux du Crédit Suisse, de l'UBS ou encore de Swisscanto. Alors là, l'exemple de la volatilité, elle est assez parlante sur la période de mars, en lien avec l'actualité du coronavirus, où on a pu observer une panique sur les marchés liés au coronavirus. En moyenne, ces fonds, donc cet indice avec les fonds que j'ai nommés avant, ont connu une baisse moyenne de 20% sur l'espace de quelques jours.
Sur le terrain, de notre côté, on n'a pas observé des immeubles se vendre du jour au lendemain avec une décote de 20%. Je pense que vous avez compris mon point sur la volatilité liée à la corrélation avec les marchés. Je vous remercie à tous pour votre attention. J'arrive sur la fin de cette partie. Je vais rester sur cet exemple en espérant vivement que les différences sur les deux principales alternatives que sont donc l'acquisition d'un appartement en PPE et les fonds immobiliers sont maintenant clairs pour vous. Et je vais repasser la parole à David Eleni pour diriger un petit peu et introduire la séance de questions-réponses. Merci Nicolas pour cet excellent comparatif sur les différentes alternatives d'investissement dans l'immobilier. C'est sûr qu'on a pris les principales parce qu'on estimait qu'aujourd'hui c'était celles qui intéressaient la majorité en fait des personnes qui aujourd'hui sont présentes au webinaire. Alors, je vous propose qu'on démarre la question de session-réponse. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez la possibilité de nous poser des questions en live directement dans le chat qui apparaît à droite de votre écran. Alors je vais commencer par répondre à la première question. Une question de Sokol, est-ce que le cas où les copropriétaires veulent vendre sa part s'est déjà présenté chez Foxconn? Alors oui, nous avons déjà organisé, nous sommes d'ailleurs en train d'organiser en ce moment même les premières reventes de parts de copropriété sur notre marché secondaire. Ça aura lieu la semaine prochaine, plus précisément, pour des parts de copropriété qui ont été acquis l'année passée. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau de la revente? Un copropriétaire qui souhaite revendre ses parts prend contact avec Foxconn pour lui faire part de son intention de revendre ses parts. Il détermine le prix auquel il souhaite vendre ses parts. Foxconn est bien évidemment là pour lui donner une estimation de la valeur de cette part. Et puis, on propose ensuite initialement la part en vente aux autres copropriétaires de l'immeuble, qui ont un délai d'une quinzaine de jours pour se prononcer, et puis ensuite à tous les autres investisseurs présents sur la plateforme. Il faut savoir qu'actuellement, nous avons des listes d'attente sur tous les immeubles qui ont déjà été souscrits. Donc, nous avons une liste de personnes intéressées de racheter ces parts. Ce qui fait que les parts, en l'occurrence, pour l'immeuble en question, se sont vendues en l'espace de moins de 2 mois. Donc, dans un délai qui est assez rapide pour la première revente de parts sur le marché secondaire. Une question de Céline qui me demande dans quelle mesure les copropriétaires peuvent avoir la possibilité d'habiter dans un appartement ou est-ce que l'objectif est purement d'investir? Alors effectivement, une part correspond non pas à un appartement, mais à un pourcentage de la totalité de l'immeuble, un immeuble qui est déjà 100% occupé par des locataires. Donc l'objectif, bien sûr, pour les copropriétaires, est d'obtenir des rendements. L'objectif n'est pas d'habiter, mais de percevoir des revenus locatifs. Prochaine question de Jean. Est-ce que les parts sont uniquement accessibles par tranche, exemple 1 à 25, puis 2 à 50 000, ou peuvent-elles être partielles? Alors, j'espère avoir bien compris partielle. Donc, je pense, je comprends par là qu'une part peut être finalement encore divisée en deux, par exemple 2 parts de 12 000. Et malheureusement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sera peut-être demain possible, mais aujourd'hui, une part vaut 25 000 francs. Et à chaque fois, c'est une granularité qui est la même. Donc, c'est 1 part 25, 2 parts 50, 3 parts 75. On ne peut pas s'arrêter au milieu. A pu répondre partiellement à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se concentre exclusivement sur des immeubles résidentiels qui sont actuellement déjà construits, déjà majoritairement occupés ou entièrement occupés par des locataires et qui ne nécessitent pas forcément des travaux d'envergure au moment de l'acquisition. Il faut savoir qu'on est très sélectif sur les immeubles qu'on propose sur notre plateforme et qu'on propose en moyenne entre 2 et 3% des immeubles qui sont reçus et analysés par Foxstone sur notre plateforme d'investissement. Donc, on va dire qu'on a une approche qui est conservatrice et assez prudente avant de pouvoir proposer un immeuble à l'acquisition sur notre plateforme. Pourquoi les investissements chez Foxstone sont-ils limités à 7 ans? C'est une question qui revient assez régulièrement. 7 ou 8 ans d'ailleurs en fonction des immeubles. Ça ne correspond pas à la durée d'investissement, ça correspond à la durée pendant laquelle les taux hypothécaires ont été fixés. Ce qui veut dire d'une part que chacun des copropriétaires peut revendre ses parts à tout moment, pendant ces 7 ou 8 ans, et qu'à l'issue des 7 ans,
eh bien, il y a une assemblée générale qui est créée spécifiquement pour que les copropriétaires décident entre eux quelle est la suite qu'ils vont donner à cet immeuble. À savoir deux choix principaux. Soit les copropriétaires décident ensemble, à travers une votation à la majorité qualifiée, donc 2/3 des voix, soit de renégocier l'hypothèque, donc de conserver l'immeuble et de prolonger l'investissement, ou bien se laisser la possibilité de revendre l'immeuble dans son intégralité. Il n'y a pas donc de durée fixe à 7 ans, il n'y a pas de blocage. Question suivante, question de Sokol. Est-ce que les parts que l'on veut vendre, pardon, sont suffisamment liquides? Alors, c'est clair qu'on apporte quelque part une certaine forme de liquidité, de flexibilité dans votre investissement, mais ce n'est pas liquide à tel point que ça se vend en un clic sur Internet, hein. Il y a tout de même un passage qui se fait chez le notaire où on va à nouveau vous représenter et représenter l'acheteur de votre part. Et ça prend toujours un certain temps, donc le temps de prendre le rendez-vous chez le notaire, de faire l'acte et puis de le signer. Et en amont de cela, bien entendu, il y a un laps de temps, comme Hugo l'a expliqué, pendant lequel on va proposer votre part à un prix et puis les autres copropriétaires vont avoir la possibilité de se positionner là-dessus avant qu'on puisse le proposer au marché global. Donc, il y a aussi ce délai de quelques jours à prendre en compte lorsque vous souhaitez revendre. Le micro. Se rémunère sur ses prestations. Alors, Foxstone se rémunère initialement d'une commission de courtage qui correspond à 3% de la valeur brute d'acquisition d'immeuble, qui est une commission usuelle et moyenne dans le domaine du courtage immobilier. Donc ça, c'est au moment de l'acquisition. Et puis, Foxstone est également rémunéré pour son travail en tant qu'administrateur de la copropriété. En moyenne, on va dire que ça correspond à 0,15% sur la valeur de l'immeuble. Donc, pour parler chiffres, en général, sur un immeuble de taille moyenne, ça correspond environ à 7 à 9 000 francs par année de rémunération pour son travail justement d'administrateur de la copropriété. Une question de Daniel qui nous demande pourquoi faut-il une hypothèque au lieu de plus d'investisseurs. Effectivement, aujourd'hui, notre modèle fait que l'on fait l'acquisition des immeubles avec 60% d'hypothèque. On pourrait très bien imaginer faire l'acquisition uniquement avec des fonds propres. Pourquoi est-ce qu'on prend une hypothèque? Simplement pour augmenter la rentabilité pour chacun des copropriétaires. Je vous donne un exemple très simple sur l'immeuble qui est actuellement en cours de souscription à Valbrois. On a un état locatif, donc les revenus locatifs annuels, qui se portent à la hauteur d'un peu plus de 200 000 francs. Aujourd'hui, nous avons à peu près une quarantaine de copropriétaires qui se partagent ces revenus de 200 000 francs. Si nous n'avions pas mis l'hypothèque, c'est-à-dire uniquement avec des investisseurs, il nous aurait fallu peut-être 80 ou 90 investisseurs pour trouver le montant total. Donc, ce montant de 200 000 francs qui est actuellement divisé en 40 copropriétaires, il serait divisé en 90 copropriétaires. Donc, chaque copropriétaire toucherait un petit peu moins, voire même beaucoup moins. Donc, l'hypothèque, elle sert surtout à avoir ce qu'on appelle un effet de levier et augmenter la rentabilité des copropriétaires. Merci Hugo. Du coup, Barthélemy a posé la question suivante. Les impôts ne taxent sur cet investissement ou au contraire, on peut déduire quelque chose des impôts? Alors, au niveau de l'imposition, il faut voir ça un petit peu comme lorsque vous achetez un appartement, c'est le même principe, hein. Vous êtes aussi dans une copropriété où vous allez déclarer les revenus comme revenus. Vous allez déduire les charges d'entretien, charges de l'intérêt lié au prêt hypothécaire et vous allez vous faire taxer sur le net à votre taux marginal d'imposition. Ça, c'est au niveau des revenus. Au niveau de la fortune, vous allez effectivement rajouter la valeur de votre part et vous allez pouvoir déduire la part de l'hypothèque de cette valeur. Mais au niveau de la fortune, bien entendu, vous aviez déjà ces fonds déclarés, donc vous les aurez toujours ensuite, puisque le net correspond à cela. Après, on parle souvent de service clé en main, on va extrêmement loin dans ce service clé en main et on ne vous laisse pas tout seul lors de cet exercice. On a vécu là en début d'année les premières déclarations d'impôts où en fait, on vous fait toute une brochure qui vous dit exactement où est-ce que vous allez mettre dans vos déclarations d'impôts quel chiffre.
Comme ça, après, vous avez simplement à reporter cela et c'est un exercice qui est quelque part facilité par Foxstone. Doivent être faits, par exemple, remplacement de la toiture, comment ces travaux sont-ils financés? Alors, il faut savoir que avant de se positionner sur une acquisition, on fait toujours une expertise technique qui est faite par une tierce partie, donc par un expert indépendant qui va nous donner un état des lieux très précis de l'état des installations en fait de l'immeuble. Ça va nous permettre finalement de budgéter les travaux potentiels à prévoir durant les 10 prochaines années et de faire un calcul au mètre carré du nombre, en fait, du montant en fait, qu'il faudra allouer dans un fonds de rénovation année après année. Donc, en temps normal, on va dire qu'une grande partie des besoins de travaux sont couverts par le fonds de rénovation. Dans le cas où il arriverait une catastrophe ou un cas qui ne sera pas forcément couvert par une assurance, c'est qu'il faudrait effectivement avoir besoin d'un montant plus important pour faire des travaux, on aurait différentes possibilités qui se présentent à nous. La première, c'est de se retourner vers la banque pour faire financer ces travaux. Car très souvent, les travaux qui sont nécessaires dans un immeuble servent également à augmenter sa valeur. Donc, la banque pourrait nous octroyer un financement supplémentaire pour financer ces travaux. La deuxième option, ce serait effectivement de distribuer un rendement qui serait légèrement inférieur pour un ou deux versements pour justement nous permettre de prendre une partie du rendement locatif justement pour combler ce besoin de travaux. Donc, pour répondre à votre question, il y a quand même pas mal d'alternatives et d'options qui se présentent à nous et ce sera notre travail en tant qu'administrateur de la copropriété de prendre la décision qui préserverait au mieux les intérêts de la copropriété. Est-ce qu'un ressortissant suisse habitant à l'étranger peut acquérir des parts? Alors, pour rappel, la loi qui s'applique pour l'acquisition de parts de copropriété d'investissement résidentiel locatif, donc la loi LFAIE, elle stipule que tout investisseur qui est détenteur d'un passeport suisse ou d'un permis de résidence type B ou C peut investir dans l'immobilier locatif et donc acheter des parts de copropriété. Donc ça, c'est la loi fédérale qui ensuite a différents degrés d'application par la banque. Certaines banques s'en tiennent à cette règle, d'autres appliquent des règles un peu plus strictes et notamment n'acceptent pas parfois des détenteurs d'un passeport suisse qui habitent à l'étranger. Donc, vu que chaque immeuble est financé en général avec une banque différente, le mieux est de contacter Foxstone à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité pour savoir ce qu'il en est et la politique d'investissement. Sur la fiscalité, Julien a demandé en fait si l'hypothèque pourrait être déduite de la fortune en tant que dette. Alors oui, tout à fait. Les 25 000 francs, c'est vos fonds propres que vous allez investir, dans lequel il y a aussi donc tous les frais d'acquisition. Et puis vous allez déclarer la valeur totale de la part. Donc la valeur totale de la part, c'est pas uniquement les 25 000, mais c'est 25 000 plus l'hypothèque. Grosso, pour faire simple, hein. Donc vous allez déclarer le total comme fortune, et puis vous allez déduire l'hypothèque, donc votre quote-part de l'hypothèque, qui au final va vous faire arriver sur le même montant que vous aviez déjà à l'avance. Donc au niveau de l'imposition, ça ne devrait pas trop être affecté au niveau de la fortune. En cas de worst case, avec 25 000 francs, le risque se porte sur 62 500 francs. Donc 25 000 d'investissement plus 37 500 d'hypothèque. Alors, effectivement, quand on fait un investissement, les 25 000 francs correspondent à la part de fonds propres qui est investie. À cela va se rattacher un crédit hypothécaire qui, en moyenne, est de l'ordre de 60%. Je pense que là, je suis après un exemple de 66% d'hypothèque. Mais globalement, pour un investissement en fonds propres de 25 000, la part d'hypothèque sera effectivement entre 30 et 37 000 francs. Donc, l'investissement total serait de 57 000 francs dans le cas qui a été évoqué. Après, il faut savoir que la partie hypothécaire de l'investissement est largement couverte en fait par la valeur de l'immeuble. Donc, le risque aujourd'hui de pouvoir perdre la totalité de son investissement est quasi inexistant, car au moment de la revente de l'immeuble ou de la revente de la participation,
vous retrouverez très largement en fait vos 25 000 francs, ou en tout cas une partie, et puis la partie hypothécaire serait remboursée à ce moment-là à la banque. Mais vous avez raison que l'investissement total, fonds propres et hypothèque, correspond à une somme totale qui est plus importante que les 25 000 francs, qui eux correspondent à la valeur de fonds propres investis. Est-il possible d'utiliser son libre passage pour financer l'achat des parts? Sinon, comptez-vous mettre en place une politique de ce genre? Alors, actuellement, il n'est pas possible d'utiliser son libre passage, son deuxième ou troisième pilier. Malheureusement, c'est une décision qui n'implique pas Foxstone, c'est une décision qui est fédérale. Donc, je n'ai pas entendu parler, en tout cas, de modifications à venir à court ou à moyen terme. L'hypothèque se fait de manière directe ou indirecte. Alors, l'amortissement de l'hypothèque, il n'y en a tout simplement pas, puisqu'on a pris le parti de prendre un levier hypothécaire, donc de prendre un emprunt hypothécaire qui représente 66% de la valeur totale de l'immeuble. Et pour les banques, c'est en fait le cas qu'on appelle dans le jargon un premier rang, qui ne nécessite pas d'être amorti. On a décidé d'être dans ce cas-là pour, déjà d'une part, ne pas avoir d'amortissement, donc pas de changement dans votre rendement, et puis d'autre part, pour avoir un risque qui est quand même limité et qui nous laisse, comme l'a dit David, de la flexibilité de pouvoir augmenter le prêt si, par exemple, il y avait vraiment un imprévu pour un niveau, par exemple, des travaux ou autre, bien que, je rappelle, on fait faire une expertise technique par un expert agréé externe qui va évaluer tous les prochains travaux sur les 10 prochaines années. Est affecté par la crise du coronavirus. Alors, il est évident aujourd'hui que tous les domaines d'activité ont été impactés plus ou moins, d'une façon plus ou moins importante, en fait, par la crise sanitaire que nous avons traversée et par la crise économique que nous sommes en train de traverser. Dans notre cas, on a dû bien évidemment s'organiser tout d'abord pour réorganiser nos équipes, travailler en télétravail. Et puis, on a vu dans un premier temps un certain ralentissement, en tout cas, de l'activité et des demandes d'investissement. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant les 2 à 3 premières semaines, car il est vrai qu'on avait énormément d'incertitudes et le manque de visibilité imposait à certains épargnants ou à certaines personnes qui étaient en cours de réflexion de prendre plus de temps à la réflexion. Ce qu'on voit par contre depuis 3 semaines, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit un vrai regain de confiance en fait dans des valeurs d'investissement qui sont plus tangibles, qui sont plus compréhensibles et qui sont beaucoup plus long terme. Et au-delà de certains investisseurs qui effectivement se sont précipités sur les marchés ces quelques dernières semaines parce qu'ils y ont vu des opportunités sur un court terme, on voit qu'un grand nombre d'investisseurs aujourd'hui cherchent des investissements qui peuvent générer des rendements qui sont récurrents et qui sont surtout sur du long terme. Donc, on voit aujourd'hui un élan qui est assez intéressant pour l'immobilier et pour le crowdfunding immobilier. Donc, on pense, nous, que sur le moyen et sur le long terme, la crise immobilière, la crise en tout cas, aura un impact sur l'immobilier. Et j'aimerais bien que Nicolas puisse également parler un peu des impacts du coronavirus sur le marché de l'immobilier, parce que je pense que beaucoup de gens se posent des questions. Mais sur notre business model à proprement parler, je pense que ce sera plutôt un impact qui sera positif sur le moyen terme, car on permet aujourd'hui à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à l'immobilier de façon facilitée et sur des investissements qui sont plutôt stables sur un long terme. Une question de Sergio qui concerne à nouveau la revente. Techniquement parlant, la revente des parts se résume à un changement de nom sur la part de copropriété au registre foncier. Cette opération est-elle notariée? Oui, alors effectivement, lorsqu'il y a une revente de parts, la part change de détenteur au registre foncier, mais pas seulement. Il y a également la partie hypothécaire qui est associée à la part, sur laquelle le détenteur va changer. C'est-à-dire qu'on va très basiquement rayer le nom du vendeur de la part pour le remplacer par le nom du nouvel acquéreur. Donc en fait, on ne va pas rompre le contrat d'hypothèque, donc il n'y aura pas de pénalité. Quant aux frais notariés, effectivement, il y a passage chez le notaire dès qu'il y a registre foncier. Au moment de l'acquisition première des parts, les frais d'acquisition sont inclus dans le prix de part à 25 000 francs. Lorsque vous revendez vos parts,
c'est le nouvel acquéreur qui va payer en supplément ses frais d'acquisition et d'inscription au registre foncier, etc. Prochaine question sur la FINMA. C'est le régulateur en Suisse qui demande en fait si la FINMA est au courant de nos activités. Alors, Folkestone est bien entendu passé par la case FINMA pour lequel elle a reçu un non-assujettissement. Non-assujettissement à la LPCC notamment, la loi privée sur l'investissement des capitaux. Et puis, lié à ça, Folkestone est bien entendu en toute légalité. On est dans un modèle, ce qu'on appelle de copropriété simple, qui est un modèle qui existe depuis longtemps. C'est tout ce qui gravite autour, qui est extrêmement complexe et que Folkestone a permis de rendre simple via un service clé en main. J'en profite pour rebondir sur la perche de David tout à l'heure liée au coronavirus. On a fait, il y a de cela quelques semaines, un webinaire dont je vais vous partager, je l'espère que ça fonctionne, le lien sur le chat, où en fait, on a expliqué justement les impacts du coronavirus sur le marché immobilier et je vous invite à le revoir. Vous allez remarquer qu'effectivement, l'immobilier n'est pas épargné, mais est épargné pas de la même manière que les autres classes d'actifs, puisqu'on est sur un actif, on va dire, tangible, un actif sur lequel eh bien, les locataires auront toujours besoin d'un toit. Nous sommes confiants, en tout cas, sur les prochaines années, puisque un des plus gros risques, finalement, de l'immobilier, c'est tout de même les taux. Et aujourd'hui, la Banque nationale suisse, je ne veux pas dévoiler toute la présentation, mais est loin d'être en mesure de relever ses taux dans une situation actuelle, d'une part, et puis d'autre part, subit extrêmement de pression de la part de l'international sur le franc suisse. Donc, une levée des taux ne paraît pas être à l'actualité selon les experts. Voilà, je vous propose de répondre à une dernière question. Donc, la dernière question, c'est que se passerait-il pour les copropriétaires dans le cas où votre société devait disparaître? Alors que c'est sûr que notre vocation n'est pas de disparaître, mais de continuer à exister. Mais que se passerait-il effectivement si Folkestone venait à disparaître, à faire défaut ou à faire faillite? Eh bien, chaque copropriétaire a acheté des parts qui sont inscrites en son nom au registre foncier. Et ce titre de propriété, eh bien, on ne pourra pas lui enlever. Donc, chacun restera copropriétaire. On aurait toujours une gérance immobilière qui s'occuperait de la gestion courante de votre immeuble. Donc, au niveau de la gestion opérationnelle, il n'y aurait pas de changement. Il faudrait juste effectivement nommer un nouvel administrateur de la copropriété. Il faut savoir que dans un grand nombre d'immeubles en PPE, l'administrateur de la copropriété, eh bien, c'est la régie, donc la gérance immobilière, ou un des copropriétaires. Donc, ce qui se passerait probablement, c'est qu'on convoquerait une assemblée générale extraordinaire pour nommer un nouvel administrateur de la copropriété. C'est de la liquidité. Il faut savoir que quand vous devenez copropriétaire, vous connaissez le nom des autres acquéreurs, donc des autres copropriétaires, donc vous avez toujours la possibilité, même sans l'existence de Folkestone, de pouvoir revendre vos participations aux autres copropriétaires de l'immeuble. Et puis, vous aurez également la possibilité de contacter la gérance immobilière pour éventuellement revendre l'immeuble dans sa totalité. Les copropriétaires se mettent d'accord. Donc, on a vraiment mis en place un système, en fait, qui protège les copropriétaires face à différents cas de défaut, notamment le cas de défaut de Folkestone. Donc voilà, on arrive à la fin de cette session de questions-réponses. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. On avait quand même eu plus de 120 personnes au total qui ont assisté à ce webinaire. On est très content que c'est autant de succès. On va vous envoyer une vidéo replay en fait du webinaire qui vous permettra peut-être de passer en revue certaines parties sur lesquelles on a peut-être certains éléments qu'on a peut-être un peu survolés. Avant de vous quitter, je vous propose de pouvoir télécharger également la présentation que nous avons faite aujourd'hui. Vous la voyez actuellement apparaître sur votre écran. Vous avez la possibilité de la télécharger. Et puis, en guise de conclusion, je proposais également de découvrir en fait l'offre qui est actuellement en cours de souscription sur notre plateforme. C'est un immeuble neuf de 12 appartements qui sont tous loués dans le canton de Vaud.
Nous avons déjà atteint 60% de souscription sur ce bien. Et quand nous aurons terminé la session du webinaire, vous serez tous redirigés sur la page de cette offre. Si vous avez d'autres questions, vous avez toujours la possibilité de nous contacter par téléphone, par email. Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous avez besoin. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et puis à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous, merci pour vos questions. J'en ai vu quelques-unes passer, malheureusement il y en avait trop pour le temps imparti, alors n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email pour qu'on puisse échanger. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.